Israël va prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que des centaines de Palestiniens ont été tués ces derniers jours et que la situation humanitaire est plus catastrophique que jamais. Salut, c'est Hugo, c'est donc le sujet à la une de nos actualités du jour aujourd'hui. On va donc faire un point complet et factuel sur la situation, exceptionnellement sans la caméra aujourd'hui. Alors d'abord, commençons par rappeler le contexte. Le 18 mars, Israël a repris ses opérations militaires à Gaza, rompant ainsi une trêve de 2 mois qui avait lieu dans la bande de Gaza. Une reprise des combats que le gouvernement israélien avait justifié publiquement par une absence de retour du Hamas sur la libération des otages. Et début mai, Israël a finalement dévoilé un plan qui prévoit, je cite, la conquête de Gaza. Et on revient là-dessus dans un instant. Alors d'abord, les faits. On assiste ces derniers jours à une intensification des bombardements israéliens sur le territoire palestinien de Gaza. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est plus de 100 personnes qui ont été tués dans des frappes d'après le Hamas, mais aussi d'après des sources médicales sur place, et le bilan s'est fortement alourdi depuis. Selon le Hamas, qui est donc au pouvoir à Gaza, tous les hôpitaux publics sont hors service dans le nord de Gaza, tandis que la défense civile, de son côté, affirme ne plus être en mesure de répondre aux appels d'urgence en raison de l'intensité justement des bombardements israéliens. De son côté, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré que, je cite, cette dernière vague de bombes obligeant les gens à se déplacer sous la menace d'attaques encore plus intenses, la destruction méthodique de quartiers entiers et le refus de l'aide humanitaire soulignent qu'il semble y avoir une poussée pour un changement démographique permanent à Gaza qui équivaut à un nettoyage ethnique. Fin de citation. Le haut-commissaire de l'ONU estime donc que les déplacements massifs de la population, les destructions d'infrastructures civiles et le refus de faire entrer de l'aide pourraient viser, intentionnellement ou non, à rendre la vie impossible à Gaza. Pour rappel, selon les dernières données transmises par les autorités locales, jugées fiables par l'ONU et par les ONG, les représailles israéliennes suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 ont fait au moins 53 119 morts à Gaza, en majorité des civils. Côté israélien, les attaques menées le 7 octobre ont tué au moins 1200 personnes selon l'ONU, et sur les 251 personnes enlevées en Israël le 7 octobre 2023, 58 otages, vivants ou morts, sont toujours actuellement retenus à Gaza. Alors de son côté, l'armée israélienne a affirmé sur X avoir frappé, je cite, plus de 670 cibles du Hamas au cours de la dernière semaine. Elle affirme que son objectif est, je cite, de perturber les préparatifs de l'ennemi et d'aider les opérations au sol, affirmant aussi, je cite, avoir éliminé des dizaines de terroristes et occupé maintenant des zones contrôlées de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou répète aussi que l'objectif est toujours la libération des otages et la défaite du Hamas, mais certains membres du gouvernement, notamment issus de l'extrême droite et de partis religieux, vont plus loin et appellent publiquement à la reconquête, je cite, de Gaza, voire à la réinstallation de colonies israéliennes dans le territoire. Le ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, a par exemple déclaré à plusieurs reprises vouloir, je cite, restaurer la souveraineté juive sur Gaza et encourager le retour des colons. Fin de citation. On peut aussi noter la déclaration du ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, qui déclarait il y a quelques jours, je cite, nous prenons le contrôle de Gaza pour y rester. Fin de citation. Et ce, même en cas d'accord sur les otages. Alors d'autres figures évoquent aussi l'émigration de la population palestinienne de Gaza vers d'autres pays. Même Benjamin Netanyahou, on le disait, évoque l'idée d'un contrôle total de Gaza. Mais en dehors de ces bombardements, ce qui aggrave énormément la situation sur place, c'est le blocus total de l'entrée d'aide humanitaire. Un blocus imposé par Israël depuis maintenant plus de 2 mois. Il empêche l'arrivée d'eau, de nourriture, d'essence ou encore de médicaments dans le territoire. Un blocus de plus en plus contesté à l'international, y compris par certains alliés historiques d'Israël. On en avait parlé notamment la semaine dernière. Emmanuel Macron avait qualifié l'action du gouvernement israélien de honte. Alors ce jeudi, l'ONG Human Rights Watch est allée jusqu'à accuser Israël d'avoir fait de ce blocus un outil d'extermination. De nombreux organismes aussi, comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières ou encore Oxfam, alertent sur le risque d'une famine de masse si le blocus de l'aide par l'armée israélienne se poursuit, alors que toute la population fait désormais face à un risque critique de famine, selon l'ONU et les ONG, avec donc leur dernier rapport qu'on évoquait la semaine dernière sur Instagram, le rapport IPC. Alors là-dessus, il y a eu des nouvelles informations. Benjamin Netanyahou a finalement déclaré ce dimanche qu'Israël allait autoriser l'entrée, je cite, d'une quantité de base de nourriture destinée à la population. Ce lundi, Israël a d'ailleurs annoncé avoir laissé entrer à Gaza des camions transportant de la nourriture pour bébés. Selon le directeur général du ministère des Affaires étrangères israélien, je cite, Israël facilitera dans les jours à venir l'entrée de dizaines de camions d'aide
d'aide. Et d'ailleurs, toujours ce lundi, 9 camions d'aide humanitaire des Nations Unies ont été autorisés par l'armée israélienne à entrer dans la bande de Gaza après 11 semaines de blocage de la part d'Israël. Par ailleurs, on peut noter que les diplomaties de 22 pays, dont la France, ont exigé, je cite, une reprise complète de l'aide à Gaza et immédiatement organisée par l'ONU et les ONG. On peut noter enfin qu'Emmanuel Macron, le Premier ministre du Royaume-Uni Keir Starmer ou encore celui du Canada Mark Carney ont quant à eux affirmé qu'ils ne resteront pas, je cite, les bras croisés face aux actions scandaleuses du gouvernement israélien. Fin de citation. Alors selon Benyamin Netanyahou, Israël doit empêcher une famine, je cite ici ses propos, pour des raisons pratiques et diplomatiques. Fin de citation. Il ajoute même très concrètement que, je cite, les amis d'Israël lui ont signifié qu'il ne pourrait plus soutenir la poursuite de la guerre si, je cite, des images de famine de masse dans le territoire palestinien étaient diffusées. Et ici, même s'il n'a pas été cité directement, on peut penser à l'aide américaine fournie à Israël. En effet, récemment, Donald Trump, président des États-Unis, allié historique d'Israël, a dit publiquement constater, je cite, que beaucoup de personnes souffrent et sont affamées à Gaza. Un regard critique donc d'une certaine façon sur la politique menée par le gouvernement israélien. En tout cas, parmi les dernières déclarations sur ce sujet, de cris d'alarme de l'Organisation mondiale de la santé qui déclare, je cite, que 2 millions de personnes sont affamées alors que, je cite, des tonnes de nourriture sont bloquées à la frontière. Fin de citation. Enfin, sur ce sujet-là, plusieurs ONG comme Amnesty International ou encore Human Rights Watch décrivent depuis désormais plusieurs mois la situation comme constituant un génocide. Des accusations rejetées en bloc par le gouvernement israélien, tandis qu'en France, Emmanuel Macron n'a pas clairement répondu à la question lors de son interview la semaine dernière, estimant donc, on l'a dit, que la situation était une honte, mais renvoyant la question du qualificatif de génocide aux historiens. Bon, et pour terminer, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a toujours des négociations ou des tentatives de négociation. Le problème, c'est que les deux parties ne cessent d'être en désaccord en proposant des exigences incompatibles. Ce dimanche, Benyamin Netanyahou s'est par exemple dit ouvert à un accord incluant la fin de l'offensive militaire à condition que 2 critères soient remplis, le désarmement de la bande de Gaza et l'exil du Hamas, c'est-à-dire donc que le Hamas n'exerce plus de pouvoir sur place, des conditions qui sont refusées par le Hamas. On peut enfin noter qu'en parallèle, en Israël, des manifestations sont tout de même régulièrement organisées pour la libération des otages, mais aussi pour la signature d'un cessez-le-feu. Ça nous semblait en tout cas essentiel de faire un nouveau point sur la situation. On continuera évidemment à vous tenir informés, que ce soit sur ce format ou encore sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu au sujet de l'Ukraine et de la Russie. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine ce lundi, dans le but, je cite, de mettre fin au bain de sang qui règne dans la zone. Cet appel, il fait suite à l'échec ce vendredi des négociations en Turquie pour un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. À la suite de l'appel, qui a duré plus de 2 heures, Donald Trump a déclaré que la Russie et l'Ukraine allaient immédiatement entamer des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Il affirme en avoir informé notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine, de son côté, a évoqué une discussion, je cite, utile. Il s'est dit prêt à travailler avec l'Ukraine sur un mémorandum concernant, je cite, un éventuel traité de paix à condition de trouver des compromis acceptables. En tout cas, en prévision de cet appel, le vice-président américain J.D. Vance s'était entretenu ce dimanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes avaient fourni des informations supplémentaires sur l'état actuel des négociations en vue d'un cessez-le-feu et d'une paix durable, selon la Maison-Blanche. En parallèle, les attaques russes ont continué en Ukraine, faisant au moins 10 morts durant le week-end, selon les autorités ukrainiennes. Deuxième actu, l'État français aurait masqué volontairement le scandale des eaux en bouteille sous pression du groupe Nestlé. C'est la conclusion de la commission de l'enquête sénatoriale chargée de faire des recherches sur le sujet. Elle a rendu ce lundi son rapport après 6 mois de travaux. Alors, si vous n'aviez pas suivi, le groupe Nestlé, qui possède notamment la marque Perrier, est accusé d'avoir utilisé des procédés de filtration interdits pour masquer la mauvaise qualité de certaines eaux, ce qui est contraire à la réglementation sur les eaux minérales naturelles. Et donc, selon ce nouveau rapport du Sénat, il y aurait des liaisons dangereuses État-Nestlé qui se seraient faites au détriment du consommateur. L'État est notamment accusé d'avoir édulcoré un rapport de l'Agence régionale de santé d'Occitanie sur demande de Nestlé. Cette réécriture aurait mené à la disparition de la mention de contamination des sources Perrier par des bactéries et des pesticides potentiellement dangereuses pour le consommateur. Le changement aurait aussi eu pour but de protéger le gouvernement qui craignait que son implication dans la tromperie ne soit dévoilée au grand public, selon Radio France qui a eu accès au rapport. Si vous voulez en savoir plus, on en a fait une vidéo il y a quelques semaines
semaine, le lien est en description. Troisième actu, des chauffeurs de taxi étaient en grève ce lundi pour protester contre un projet de tarification par l'assurance maladie du transport de personnes malades qui doit entrer en vigueur le 1er octobre. Cette mesure, elle va toucher les taxis conventionnés, donc qui transportent des personnes malades ou à mobilité réduite entre leur domicile et les centres hospitaliers. Le transport médical est pris en charge par la sécurité sociale à 55% dans la majorité des cas. Mais concrètement, l'assurance maladie voudrait changer la grille tarifaire pour les taxis. Elle justifie cette réforme par la nécessité de lutter contre la fraude. 41,5 millions d'euros ont été détectés en 2024 pour le transport médical, mais aussi d'éviter les transports à vide tout en promettant une meilleure organisation pour les patients. Sauf que les fédérations de taxis estiment que cette réforme pourrait entraîner une baisse de chiffre d'affaires de 18 à 40% et elles craignent une réduction de l'offre de transport, donc un risque important d'inégalité d'accès aux soins. En parallèle, les taxis protestent contre la concurrence des plateformes comme Uber qu'ils estiment déloyale. Quatrième actu, autour de 37 milliards d'euros d'investissements étrangers en France, dont 20 milliards entièrement nouveaux, ont été annoncés lors du sommet Choose France à Versailles ce lundi. 17 milliards d'euros devraient servir à concrétiser des engagements pris en février lors du sommet sur l'intelligence artificielle. Choose France, c'est un sommet lancé en 2018 qui a pour but de convaincre les entreprises étrangères d'investir en France, notamment dans le but de dynamiser l'économie et l'innovation et de créer de l'emploi. Parmi les plus grosses annonces, la société américaine de logistique Prologis prévoit un investissement record de 6,4 milliards d'euros, dont plus de 5 milliards qui seront dédiés à la création de 5 data centers. Au total, tout ça devrait permettre de créer environ 9000 emplois. En parallèle, la société Brookfield a annoncé un investissement autour de 10 milliards d'euros pour la création d'un site d'infrastructure d'IA. Amazon a également annoncé un financement à hauteur de 300 millions d'euros, créant 1500 emplois. Il s'agit d'une édition record du sommet en termes de montant. En 2024, 15 milliards d'euros d'investissement avaient été annoncés. Cinquième actu, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a été élu président du parti de droite Les Républicains ce dimanche, avec 74,3% des voix face à Laurent Wauquiez. Suite à sa victoire, Bruno Retailleau a dit vouloir rassembler sa famille politique autour d'une ligne claire. L'homme politique avait déjà annoncé ne pas vouloir quitter son poste de ministre de l'Intérieur en cas de victoire, et donc il souhaite une stratégie dans la lignée du gouvernement actuel, donc une alliance entre LR et le camp d'Emmanuel Macron, avec laquelle Laurent Wauquiez était en totale rupture. Après son élection, le nouveau président des Républicains a notamment reçu les félicitations d'Emmanuel Macron par SMS et du Premier ministre François Bayrou sur X, qui lui a adressé ses félicitations chaleureuses. Sixième actu, en Roumanie, le candidat centriste Nicu Orban a remporté l'élection présidentielle ce dimanche avec 53,6% des suffrages. Maire de Bucarest, la capitale, depuis 2020, il est notamment connu pour ses positions pro-européennes. Il était face à Georges Simion, chef du parti d'extrême droite AUR. Ce dernier avait dans un premier temps revendiqué sa victoire, affirmant que des fraudes avaient eu lieu dans le scrutin, mais il a finalement concédé sa défaite. Georges Simion était arrivé largement en tête au premier tour début mai. En parallèle, le fondateur russe de la messagerie chiffrée Telegram, Pavel Durov, a accusé la France d'ingérence dans l'élection roumaine. Concrètement, il accuse le gouvernement français de l'avoir contacté pour supprimer des messages conservateurs de Telegram en Roumanie pour influencer l'élection. Le ministère français des Affaires étrangères a démenti, je cite, catégoriquement des allégations totalement infondées. Peu après, le gouvernement roumain a accusé la Russie d'ingérence, affirmant avoir détecté une campagne virale de fausses informations pour influencer le processus électoral, notamment sur Telegram. Et enfin, dernière actu, le judoka français multiple champion du monde Teddy Riner a déclaré ne pas fermer la porte à une carrière politique après sa carrière sportive. Le judoka a même affirmé avec humour que champion comme il est, s'il se lançait en politique, ce serait directement pour un poste très important comme le président de la République. Alors attention, il a bien précisé être judoka pour l'instant et n'avoir pris aucune décision, donc rien de concret pour le moment. Merci beaucoup pour ces actualités en bref, et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. On va continuer à suivre tous ces sujets, notamment sur Instagram, vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et on se dit à demain.